bonjour ou bonsoir à toutes et tous, et très heureux de vous accueillir et de vous retrouver pour cette 7e édition des Voix d'Orléans. Donc on est très très heureux de pouvoir poursuivre dans cette voie. Bon, je ne l'ai pas fait exprès, mais bon, ça m'est venu comme cela. Quelques tout petits mots sur la thématique qui a été choisie cette année, donc les femmes et le sport. Quelque part, c'est aussi parce que nous sommes terre de jeu pour les Jeux Olympiques de 2024. Donc on s'est dit que les deux choses se retrouvaient, allaient ensemble. Et puis au-delà, parce que peut-être que l'on considère que les femmes dans le sport relèvent aujourd'hui d'une sorte d'évidence, puisque nous avons le plaisir, et je les salue tout particulièrement, d'accueillir aujourd'hui et dans les jours qui viennent beaucoup de championnes, et je vous regarde avec une petite complicité Eva Serrano, que j'ai grand plaisir à retrouver, et puis quelques autres qui vont venir. Donc ça peut paraître une évidence, parce que nous sommes quelque part habitués depuis pas mal de temps. Moi j'ai toujours connu des championnes, des femmes dans le sport, c'est pour moi une évidence. Et en fait, quand on regarde la trame historique, ça l'est beaucoup moins. Et beaucoup plus qu'une évidence, c'est un combat. Et c'est un combat qui est assez significatif du combat sur l'ensemble de la reconnaissance de la place des femmes dans la société. Là aussi, peut-être que pour beaucoup d'entre nous, ce sont des choses qui peuvent sembler, en tout cas pour moi, des choses vraiment évidentes et qui ne le sont pas du tout. Et l'on parlait à l'instant de choses que je ne savais pas, et nous sommes très ignorants souvent, notamment donc sur certaines pratiques sportives. Je veux le dire crûment, je crois que ça a été dit tout à l'heure, hein, Eva, ça a été dit. Qu'une femme qui se retrouve enceinte, donc une championne qui se retrouve enceinte, peut voir son contrat sportif arrêté parce qu'elle est enceinte. Si c'est exact, et je pense que ça l'est, je trouve ça profondément choquant et scandaleux. Et je disais d'ailleurs en aparté qu'un recours, en tout cas j'ose l'espérer, devant n'importe quel juge, aboutirait pour moi à l'évidence à l'invalidation de cette décision. Ce serait d'ailleurs totalement contraire à tout le droit du travail. Et je ne comprends même pas comment des choses comme ça peuvent encore exister. Et quand je disais un combat, je sais qu'il y aura une belle conférence sur ce combat dans l'histoire. Sur les premiers Jeux Olympiques, c'est en 1896, je crois, hein. Les femmes sont interdites. Mesdames, vous n'avez pas le droit d'être au JO. C'est comme ça. Et il faudra attendre quelques années plus tard pour qu'il y ait une femme, notamment, qui crée des Jeux Olympiques féminins, et puis que les femmes commencent à être, entre guillemets, insérées dans les Jeux Olympiques masculins. Et vous savez pourquoi, d'ailleurs? Enfin, je crois, hein, tout cela, l'histoire me passionne, alors je l'aime beaucoup, donc, et j'en apprends tous les jours, et j'en ai encore appris à l'instant, donc je vous en remercie. C'est le baron Pierre de Coubertin qui, je crois, hein, paix à son âme, avait voulu interdire, parce que dans la pratique, dans l'Antiquité des Jeux Olympiques, les femmes n'étaient pas autorisées à participer. Et je pense pouvoir dire que c'est une erreur. Parce que, et on l'a vérifié tout à l'heure, je n'étais pas sûr de moi, la première femme championne olympique n'est pas en 1900 en tennis, Madame Cooper. C'est bien plus ancien que cela, et je pense que c'est très intéressant de le voir. C'est dans les années moins 300 et quelques, moins 360, hein, donc dans les Jeux Olympiques de l'Antiquité, dans une épreuve que vous ne trouverez jamais, parce que justement, elle va nous étonner, nous surprendre qu'une femme pratique
cette discipline-là et qu'elle gagne. Vous voyez, ça aussi, c'est des schémas mentaux qui sont intéressants. C'est en course de char. Vous savez, Ben Hur, vous en avez tous vu Ben Hur. Dans les courses de char, c'était assez sportif. Et c'est la princesse de Sparte. Je me souviens de la princesse de Sparte, mais je n'ai toujours pas, pardonnez-moi, mémorisé son nom, qui remporte au moins une fois, peut-être deux courses de char et qui devient la première femme championne olympique. Pourquoi c'est intéressant ? On pourrait dire que c'est une anecdote. En fait, pas du tout. C'est parce que ce fait, il est parfaitement inconnu. Et pourtant, il est. Et donc, quelque part, il a été volontairement, involontairement, consciemment, inconsciemment effacé. À l'époque, on aurait pu, au moment où les Jeux olympiques modernes se recréent, on aurait pu penser que le baron de Coubertin serait bien conseillé, qu'il y aurait un conseiller qui aurait dit « Monsieur le baron, vous savez, vous faites une grave erreur parce qu'il y a eu dans l'Antiquité, visiblement, je n'en sais rien, je ne suis pas historien non plus, personne ne lui dit. » Donc c'est très intéressant comment on efface. Et l'histoire a notamment effacé un grand nombre de femmes célèbres à leur époque. Alors il y a des domaines que je connais, comme tout un chacun, plus que d'autres. Je connais un tout petit peu le domaine de l'art, un tout petit peu, hein. Et dans ce domaine-là, des femmes célèbres ont été effacées de l'histoire de l'art. Et ont été effacées, je dirais, je le pense, sans faire de procès d'intention à quiconque, mais assez volontairement. Si je dis par exemple Artemisia Gentileschi, je fais un bide total. Elle a été effacée de l'histoire, c'est une grande, alors peintre ou peinteresse, je dirai un mot après sur la grammaire. Son père était peintre. Et son père était un homme certainement ouvert, éclairé, et il avait notamment contribué à instruire sa fille. Mais sa fille, elle a toujours été occultée. À l'époque, elle est devenue très célèbre, peut-être plus célèbre que le père. Je ne sais pas s'il y a des historiens ou historiennes de l'art parmi vous, ça peut se discuter, je ne le suis pas. Bon, moi je le vois un peu comme ça, c'est peut-être très subjectif. Mais ensuite, elle a pratiquement disparu. Et c'est vrai, si c'était un cas, on pourrait dire c'est un cas particulier, pas de chance. Mais c'est vrai pour beaucoup. C'est vrai pour beaucoup. Si je dis, et il y a une universitaire orléanaise qui a écrit un très beau bouquin sur Élisabeth Vigée-Lebrun. Élisabeth Vigée-Lebrun, si je dis ça, je fais un deuxième flop, ce qui est tout à fait... Non, quand même, merci beaucoup. Élisabeth Vigée-Lebrun, c'est juste avant la Révolution et un peu après. C'est donc une femme qui est peintre, qui est assez indépendante et qui est une peintre reconnue officiellement, puisqu'elle va notamment, elle était très célèbre pour ses portraits, et notamment les portraits de la famille royale. Marie-Antoinette, par exemple. Vous voyez Marie-Antoinette, en général, c'est souvent Élisabeth Vigée-Lebrun. Ça a été aussi effacé. Je ne vais pas vous faire tout le truc pendant 2 heures, hein, on n'est pas là pour ça, mais pour montrer comment l'histoire peut insidieusement effacer et nous donner l'impression, quand nous avons la transmission, que les choses sont établies et vont de soi. En fait, elles ne vont pas de soi du tout. Et c'est cela qui est intéressant. Et je termine sur cette petite introduction sur la question des mots et de la grammaire, parce que j'ai exprès utilisé le mot de peintresse. Et là, parmi vous, on a pu me regarder avec des gros yeux en disant ça y est, il ne parle plus français. Mais oui, mais c'est un mot qui existe et qui existait notamment à l'époque d'Élisabeth Vigée-Lebrun et d'autres avant elle. Pourquoi il a été effacé? Et d'autres aussi, j'en ai appris un que je ne connaissais pas, c'était le mot, je le cite, sinon je vais l'oublier, je serai confus, le mot d'athlètesse. Chère Eva Serrano, tu es une athlètesse. Alors on peut dire une athlète, hein, bon après les choses peuvent évoluer, c'est comme on veut.
Mais c'est intéressant, il y a beaucoup de mots féminins qui progressivement ont disparu du langage, et notamment, je m'en excuse, je vais encore avoir des amis là, mais effacés en grande partie par le travail de l'Académie française, notamment après sa création, en période du XVIIIe et encore du XIXe. Alors pourquoi? On ne va pas rentrer dans un long débat historique, mais c'est tout de même, je pense, tout à fait intéressant. Et dans le domaine du sport, j'ai appris ce mot d'athlétesse que je ne connaissais pas et qui, lui aussi, est tout à fait significatif. Donc voilà, chers amis, je vais vous souhaiter un très bon débat, très belle conférence. Je pense que c'est bien que nous parlions de tout ça dans ce monde qui est un peu particulier, notamment en ce moment, avec tout ce qui se passe. Je pense qu'il est bien qu'on se pose, qu'il est bien qu'on puisse échanger, qu'on puisse écouter, qu'on puisse apprendre. Voilà, tout simplement. Ce sont des choses toutes simples. On apprend tous les jours. Je termine parce que j'ai dit à Eva Serrano que je lui réservais une toute petite surprise. Alors, chère Eva, nous avons décidé à l'unanimité de dénommer un certain équipement sportif que tu connais bien du nom d'Eva Serrano. Voilà, donc c'est ce que l'on va faire très prochainement. Et nous voudrions d'ailleurs faire quelque chose, je n'ai pas vu si Céline était là, Céline n'est pas là, elle est repartie sans m'attendre, alors là... Donc nous allons également avoir une dénomination Céline Lebrun. J'en suis très heureux si elle en est d'accord. Et puis, comme je parlais du domaine de l'art, nous sommes en train de terminer un très beau parc dans un des quartiers d'Orléans, du quartier Madeleine, et le conseil municipal a adopté à l'unanimité un nom qui a été proposé et dont je me réjouis tout particulièrement, qui est le nom... là aussi d'une grande femme peintre ou peintresse, c'est comme on veut, qui est Berthe Morisot, qui est moins connue que d'autres impressionnistes hommes et qui, franchement, mérite au minimum la parité. C'est mon avis d'amateur d'art. Voilà, en tout cas, merci à tous. Et puis, je crois que je vous cède la parole. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier et à féliciter la ville d'Orléans, représentée par Monsieur le maire, Monsieur Grouard, pour l'organisation de cet événement et de m'avoir convié à prendre la parole cet après-midi, cette fin d'après-midi, en cette conférence inaugurale. Je vous félicite également de nommer un équipement sportif de nom de femme, à l'heure où 90% des équipements sportifs en France ne portent pas de nom genré. Vous rentrez dans une dynamique de visibilité qui n'est pas négligeable, et bravo et merci pour votre engagement pour cela. Pour me présenter en quelques mots, on va dire qu'est-ce qu'elle fait là. Pour me présenter en quelques mots, je m'appelle Aurélie Bresson, je suis fondatrice et directrice du magazine Les Sportives, donc le premier magazine de sport féminin qui a vu le jour il y a 7 ans. Je l'avais créé seule, en fonds propres. Aujourd'hui, de 7 ans après, c'est le premier groupe média et édition dédié au sport féminin. Et nous avons également ouvert notre première antenne territoriale associative et expérimentale en Centre-Val de Loire. Donc vous êtes un territoire et une ville qui est quand même toujours un peu un cran d'avance sur certains sujets. Et je suis par ailleurs également présidente de la fondation Alice Mia, qui est la première fondation européenne dédiée au sport féminin et qui siège au comité consultatif du Conseil de l'Europe sur les questions d'égalité femmes-hommes dans le sport. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un spécialiste pour voir que la présence du sport féminin dans les médias et dans la société est extrêmement limitée. Le sport est essentiellement un phénomène médiatique, je ne vais pas revenir dessus. Ce que nous savons des sports, des champions, des championnes et des résultats provient de ce que les médias nous en disent. En d'autres mots, on pourrait dire que finalement notre société hyper médiatisée, on pourrait même affirmer que ces médias façonnent le monde du sport comme nous les connaissons. Et si ce genre d'initiative existe, comme les Voix d'Orléans, au sujet principalement la thématique majeure de femmes et sport, c'est que malgré des progrès,
parce qu'il faut les souligner. Le monde du sport est quand même très loin d'être égalitaire, et c'est aussi pour cette raison que nous avons encore besoin de ce genre d'initiative. Encore un manque cruel de visibilité et d'évolution des mentalités sur le sujet. Bon, un besoin médiatique certes, mais aussi un besoin de rendre visible et d'accepter le sport pratiqué par les femmes dans l'espace public, entre autres, puisque c'est un sujet majeur actuellement. Juste un chiffre, aujourd'hui, 95% des femmes qui occupent 95% des personnes qui occupent les city-stades sont des hommes. Et parmi la stratégie d'évitement pour ne pas être confronté à des propos sexistes, donc c'est d'après le rapport du Haut Conseil de l'égalité qui est paru très récemment, 55% des femmes renoncent à sortir et à faire des activités seules. 52% renoncent à s'habiller comme elles le souhaitent. Donc pour faire avancer la place des femmes dans le monde du sport, cela veut dire continuer à combattre le sexisme ordinaire et continuer à rendre visibles les actrices et les acteurs du sport féminin et faire cela de manière collective, je le souligne. Donc cela passe bien sûr par les médias, comme je l'ai cité, mais il faut une vraie révolution des esprits, des espaces, des crédits et des organisations, pour citer notamment le manifeste de Bourges que nous avons produit lors des États généraux du sport féminin en janvier dernier. Chacun et chacune doit prendre ses responsabilités, les chaînes, les radios, les institutions, mais aussi l'État. Il faut qu'il y ait une vraie volonté politique. Il y a un public également qu'il faut aussi nourrir de ce sport féminin. La dernière Coupe du monde féminine de football disputée en France a aussi montré cette capacité d'engouement, ponctuel bien sûr autour d'une équipe. Ok, le public n'est sûrement pas le même que le public très pointu de la Ligue 1 chaque semaine, mais il a le mérite d'exister. Il doit pas être oublié entre les grandes compétitions et ces événements, clairement, ces événements sportifs féminins tels que le Tour de France Femmes, qui ont eu de très belles audiences. Finalement, est-ce que ce n'est pas un effet émérité ? Est-ce que le sport féminin peut-il réellement s'imposer à la télévision tout au long de l'année ou sur d'autres médias ? Pour le savoir, encore faudrait-il le diffuser, sans oublier les derniers chiffres qui ne dépassent pas les 5% de médiatisation du sport féminin en 2023. Donc oui, la retransmission télé est le meilleur vecteur pour développer toutes ces disciplines et réduire l'écart entre le sport masculin et le sport féminin. On ne va pas aller dans les détails, l'exposition médiatique génère des retombées économiques, plus de visibilité, plus d'annonceurs, plus de droits télé, bref, c'est toute une conjoncture qu'il faut encore travailler et combattre. Et vous l'aviez dit très clairement, c'est un combat. On a besoin de démontrer la qualité du sport féminin, et c'est à travers aussi ce genre d'initiative des Voix d'Orléans qu'on va pouvoir montrer et s'en donner les moyens, et miser justement là où les autres n'ont pas encore eu l'audace de s'engager et d'oser. Car une fois que c'est fait, une fois qu'il y a tous les ingrédients, ça fonctionne, pour ne pas citer aussi certains chiffres donnés. Et sans oublier forcément le sport d'en bas, le sport de masse, le sport de tous les jours, qui doit vraiment être visible également. Parce qu'il y a des femmes qui se construisent ou qui se reconstruisent grâce au sport. Le sport permet de combattre des maladies, le sport est un réel vecteur d'inclusion sociale et équité. Les femmes prennent leur place. Aujourd'hui, on ne parle même plus de la place des femmes dans le sport, mais la place de l'égalité dans le sport. Donc aux femmes, il faut leur donner plus de visibilité, il faut leur donner la voix, comme le dit clairement les Voix d'Orléans. Et c'est la mise en valeur d'initiatives qui permettra à plus de femmes encore d'oser, de s'engager et de s'engager dans une certaine sororité, et je le souligne bien ce mot. Donc le sport féminin doit vendre plus de rêves. Malheureusement, on a encore quelques difficultés pour ça. Terrain mal éclairé, pelouse catastrophique, retransmission scandaleuse. Peut-être que ça vous parle, les dernières rencontres de football de la D1 Arkema sur Canal+. Alors la question qu'on peut finalement se poser, on fait comment ? Et on fait comment pour que les résultats de nos sportives, de nos championnes, puissent enfin être mis en avant et reconnus à leur juste valeur ? Je vais me permettre une citation d'une championne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ayodele Kuezan, athlète olympique, qui m'avait dit un jour « Tu sais Aurélie, pour gagner sa vie, mieux vaut avoir participé à Koh-Lanta qu'être sportive de haut niveau. » Et c'était très criant de vérité finalement. Et peut-être que ça illustre, c'est un exemple infime de tous les témoignages inspirants que vous allez découvrir tout au long de ces 2 jours.
avec des actrices et des acteurs du sport féminin qui se battent justement pour ces questions-là, pour qu'en fait, comment ces sportifs de haut niveau seront enfin reconnus, auront leur conjoncture le plus propice qui soit. On va revenir sur des athlètes de renom, Jeannie Longo, Catel Alençon, Priscilla Neto, ou des personnes engagées, hommes, femmes, Bruno Bini, Marie-Amélie Le Fur, Mélissa Plaza, Laurence Fischer, et des sublimateurs par l'écriture, les mots, la vidéo, Sophie Bourrel, qui sera un parfait exemple aussi tout à l'heure, qui interviendra au cours de la soirée, qui jouera avec les mots, bien sûr. Permettez-moi également, pour finir cette intervention inaugurale, je ne peux pas faire l'impasse sur l'histoire, sur Alice Mia. Juste un petit sondage dans la salle, qui connaît Alice Mia? Ah, quand même, nous sommes sur un terrain conquis. Alice Mia, bref rappel, Alice Mia est la femme qui a permis aux femmes de participer aux Jeux Olympiques en athlétisme en 1928, face à, comme vous l'avez très bien dit, face à un Pierre de Coubertin qui était contre la participation des femmes aux Jeux Olympiques et qui disait qu'une Olympiade femelle serait inintéressante, inesthétique et incorrecte. Donc le mot invisibilité, invisibilisation m'a beaucoup parlé dans vos mots, puisque Alice Mia en est un parfait exemple. C'est le travail de la Fondation depuis pas mal d'années de rendre ces lettres de noblesse à Alice Mia, et nous sommes très fiers depuis 2 ans que Alice Mia ait enfin sa statue au Comité national olympique et sportif français. Et ça fait partie des nombreuses actions en fait, de montrer que toutes les sportives doivent vraiment ne pas être invisibilisées aussi à leur tour. Quand on a construit aussi les outils à la Fondation, on a vraiment recensé aussi toutes les athlètes médaillées, et on se rend compte qu'on a un manque cruel de données, que ce soit sur le parasport, que ce soit même à travers les années et à travers le temps. Certaines sportives médaillées ont été aussi invisibilisées. Donc il y a un vrai travail aussi sur ce champ-là. Donc Alice Mia, elle a permis aux femmes de participer aux Jeux Olympiques en 1928 en athlétisme. Et aujourd'hui, tour à tour, ce qu'il faut retenir finalement, c'est toutes ces femmes qui s'engagent au quotidien, mais aux côtés des hommes, puisqu'il faut vraiment y aller ensemble. Et qu'en fait, pour moi, l'avenir du sport féminin se crée aussi à travers ces initiatives. C'est comme si les femmes, tour à tour, dans une certaine sororité, créaient un fil indélébile pour ne plus jamais revenir en arrière. Et c'est comme ça que le sport féminin avancera. Et finalement, si je peux terminer sur une note et une leçon à retenir, de mon point de vue peut-être de militante engagée, entrepreneur, vous me mettez tous les casquettes que vous voulez, c'est qu'il ne faut rien lâcher. Restez vigilants, restez soudés, et surtout qu'à l'avenir, les évidences dont vous parliez doivent prendre moins de temps pour le bien de tous, et surtout de toutes. Merci.